Bienvenue dans le Score sur Nova. Au programme, comme chaque jour, de la musique, de la conversation et en prime un voyage à Yaoundé sans plomber votre bilan carbone. Elle est pas belle l'opération. Et ce grâce à mon invité, as de la scène, sniper télé ou éditorialiste gaulerie, comédien, réalisateur et daron. Pourquoi choisir quand on peut tout faire figurer sur son CV? Peut aussi et indifféremment doubler un chihuahua ou un yak hippie. Il vient aujourd'hui nous présenter son 4e film, Indomptable, que j'ai adoré. Je ne sais pas si c'est un label de qualité, mais je vois pas pourquoi je le tairais. Bonjour Thomas Gijol. Bonjour et merci de passer par ce studio. Écoutez, avec plaisir. Comment est-ce qu'on se sent à J-5 ? Très bien, Ouais. très bien. Non, il y a pas de... Enfin, tout va bien en fait. Tout... Il n'y a pas d'anxiété. Non, bizarrement, je ne veux pas dire qu'on est déjà ultra heureux de tout ce qui se passe autour du film, mais on l'est. Donc du coup, on ne va pas se mettre dans une pression des chiffres ou quoi aux caisses, parce que ça n'a pas lieu d'être et parce que le film n'a pas été fait à la base pour être un film qui massacre le box-office. Donc même s'il le fait, tant mieux. S'il ne le fait pas, c'est pas grave. Oui, mais... Après, ce qui est rassurant aussi, c'est que le film a été présenté à la quinzaine des cinéastes à Cannes, qu'il a reçu un accueil... Alors, je le dis, c'est une anecdote perso. J'étais dans la salle le soir où tu as présenté le film. Ah, ok, voilà. D'accord. Okay. Donc, autant dire que l'émotion était au max, y compris dans la salle. C'était très chouette à voir, parce que, je le dis, tu étais très, très ému. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, parce qu'on pense un peu au chemin parcouru. Le film, il exprime des choses... que j'ai pas forcément montré, en tout cas des choses un peu intimes, et voilà, de voir qu'on avait viscéralement envie de faire un film et que d'une envie personnelle, on finit à la quinzaine des cinéastes et que voilà, on le présente à Cannes, c'est fort de beaucoup de choses, donc je me suis fait confiance et j'ai eu raison. Il y a une question rituelle dans cette émission, quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours ? Oula ça veut dire beaucoup. Ouais, beaucoup, ouais. Oui, avant d'arriver là, j'étais dedans, en repartant, je vais être dedans. Non, elle est à 80% dans ma vie de tous les jours, la musique. Elle sert à quoi ? Elle accompagne mes émotions, je pense, en fait. Ouais, c'est une sorte d'accompagnement. Ouais, c'est ça. Elle me motive, elle me détend, elle m'évade, elle m'accompagne. Pour démarrer cette émission, j'ai évidemment choisi Snoop Dogg, ça me semblait être une évidence. On écoute Gin and Juice. Snoop Dogg sur Nova, Gin and Juice, un titre choisi pour Thomas Gijol. J'espère que je me suis pas trop planté sur ce dossier. J'ai cru comprendre qu'il y avait un très gros tropisme Snoop Dogg. Oui, là, vous avez misé sur la qualité et la sécurité et la joie de vivre. C'est moi. Sécurité, joie de vivre, c'est vraiment mes deux piliers. Mais je le sentais en rentrant dans le studio de toute façon. Je le sentais. On parle aujourd'hui d'Indomptable, nouveau film réalisé et interprété par Thomas Gijol et qui sera dans les salles mercredi prochain. Indomptable, est-ce que tu l'es toi ou est-ce que tu es plutôt du genre docile ? Non, je le suis. Après, me définir de cette façon, non. Mais il y a une partie de moi qui l'est. Moi, j'aime bien, je trouve ça un peu chic de dire... Je ne sais pas si c'est chic, mais il y a un côté pas d'accord, il y a un côté qui n'a pas envie de suivre les règles, il y a un côté je fais ce que je veux, il y a un côté donc un petit peu indomptable, mais mesuré. Pour ce qui est du film, il se déroule à Yaoundé. Le commissaire Bilong est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un officier de police. Et si le indomptable du titre est au pluriel, c'est qu'il s'applique à peu près tous les gens qu'il est amené à côtoyer, que ce soit les malfrats, les collègues et surtout sa famille. Sois un peu présent pour ta famille. Ton travail a pris le dessus sur tout. Le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Il faut avoir un peu de conscience de ça. Femmes comme enfants lui tiennent tête alors que l'un de ses piliers à lui, c'est l'autorité et qu'il en a fait un métier. Et voilà donc un héros fatigué. Est-ce qu'il y avait une forme de ras-le-bol des gros bras en Marcel ou des mecs avec des capes ? Ouais, c'est vrai que pourtant j'ai grandi et j'adore toujours ce cinéma, mais non, moi à partir du moment où j'ai fait la démarche de faire ce film, c'était pas pour faire quelque chose de fantasmé, je voulais rester à norme humaine, un peu me raconter à travers ce personnage-là, donc non, j'ai enlevé tous les effets de style justement. Le film est autant un polar qu'une chronique familiale et sociétale, et t'en parles justement, tu viens de le faire, comme d'un projet très intime. Est-ce qu'il te fallait ces 3 aspects-là pour te raconter ? Je pense qu'en tout cas, il y avait beaucoup de pudeur de ma part, dans le sens où j'avais pas envie d'être frontal. J'avais envie de trouver une excuse. Et c'est vrai que je suis très fan de polar, pardon. Et voilà, c'était cette enquête sur le continent donc, africain, au Cameroun et tout, était pour moi le bon levier. En fait, j'ai un peu croisé l'intime avec l'adaptation d'un documentaire... Un crime à Abidjan, et j'ai ramené moi l'intime. De Moscou Lévy Boucault. Exactement, et donc j'ai ramené mon intime dedans, et je trouvais que l'idée était plutôt originale et me permettait de
de lâcher un peu les vannes sans que ce soit axé exclusivement sur ça. Alors justement, ce documentaire, tu l'as découvert, j'imagine, fin des années 90. C'est ça, absolument. Ouais. Je l'ai vu à sa diffusion sur Arte fin années 90. Ouais, mais alors, comment est-ce que tu expliques que ça t'ait autant et durablement marqué ? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce docu qui t'a frappé à ce point-là ? Il y avait quelque chose de familier, en fait, parce que le personnage principal de commissaire, il a très vite connecté avec la vision que j'avais de mon père. Enfin, pas qu'une vision, d'ailleurs, vu que c'était mon père et que je vivais avec lui. Mais du coup, ça a un peu connecté à ça. Et puis, je comprenais sa gamberge, en fait, à ce personnage, plus ou moins. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup habité, quoi. J'étais toujours à penser à ce documentaire, à me dire « Ah, je veux faire quelque chose un jour. » Je suis passé par plein de chemins dans ma tête et c'est vrai qu'en sortant de mon dernier spectacle et que j'avais touché à des choses un peu intimes avec mes enfants, il y avait un truc de transmission et tout. Et j'ai voulu continuer en fait dans ce cheminement-là. Ouais. Et puis voilà, l'idée de ce film-là est arrivée, donc voilà. L'intrigue est ici transposée à Yaoundé, un lieu qui fait presque office de personnage principal. C'est pas te faire offense que de le dire comme ça. Pas du tout, non. C'est-à-dire que vraiment, Yaoundé prend la place, quoi. Elle prend la place. Star du film. Ouais, on peut pas. De toute façon, c'est le genre de ville qu'on ne peut pas dominer. Et donc, autant en faire un atout. En plus, qu'on avait un budget, on va dire, contrôlé sur ce film. Donc, il fallait servir de la ville et pas de prendre la ville en contrainte en se disant « Oh là, il y a trop de bruit, il y a trop de ceci, il y a trop de cela ». Non, ça fait partie du... J'ai envie de dire, quand on fait une aventure, on se lance dans une aventure pareille, ça fait partie du charme de la ville, l'authenticité, le côté brut, dans le sens vrai. Ouais. Tu connais Marvin Gaye ? La réponse à cette question après Got to Give It Up, et ce sera juste après la pub. Marvin Gaye sur Nova, Got to Give It Up. Je pose donc la question purement rhétorique à Thomas Gijol. Tu connais Marvin Gaye ? Et surtout, pourquoi est-ce que je te pose cette question ? Oui, on a bien compris. Mais oui, non, Marvin Gaye, je le connais depuis j'ai l'impression de le connaître depuis que je suis né, quoi. Et il accompagne toujours ma vie, et maintenant, il commence à accompagner celle de mes enfants. Donc, c'est assez agréable. Et tu connais Marvin Gaye, c'est une question que le commissaire Bilong pose à son fils. Pose à son fils, ouais. Mais c'est plus une menace que vraiment une question de culture G. C'est ça. Il y a un peu de culture, mais il y a un peu de menace. Voilà. C'est ambigu. Et alors justement, ce personnage, Bilong, c'est un homme qui est pétri de principes. On a l'impression que le plus important, c'est l'honneur, en fait. Il ne faut pas porter atteinte à ça. C'est un homme qui sermonne. Est-ce que c'est un dialogue particulier à travailler ? Oui et non. Alors, évidemment qu'il a fallu beaucoup de travail, comme beaucoup de projets en même temps. Mais disons que, voilà... C'est quelque chose qui m'est familier. Je ne veux pas dire que j'ai été chercher dans les méandres de mon esprit, parce que j'ai grandi avec un père et même une mère, ou en tout cas plus le père, où l'honneur était très présent. Dans notre culture, elle est très présente. J'ai envie de dire déjà la culture ethnique Bassa et la culture camerounaise. Nous, on est connus pour notre honneur complètement déréglé, dans le sens où il prend une part trop importante dans des moments où il faut peut-être un peu baisser le chauffage aussi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui sermonne, en fait, vraiment. C'est-à-dire que chaque directive donnée aux enfants est présentée vraiment comme un discours très élaboré. Non, mais on est beaucoup, et pas que de culture africaine. Hein. Je sais que beaucoup de mes amis issus un peu de l'immigration ont ce rapport-là, et même des... blancs, je sais pas comment on dit aujourd'hui, français, avec tous les... Enfin, pas français, des blancs prolos. Je sais pas s'il faut dire quoi maintenant pour les personnes. Il y a tellement de polémiques aujourd'hui. En tout cas, les blancs prolos. Et ben, il y a aussi ça. Ouais, il y a aussi ça, ce côté... fait sous une autre forme, mais ça existe. Ça existe, cette espèce de lourdeur ou de mots qui pèsent à chaque... Cette daronnie articulée, tu veux dire ? Ouais, c'est ça, exactement. Donc, effectivement, on n'est pas tout seul dans ce cas. Alors, autre singularité, c'est assez rare de voir un héros de polar contemporain, j'entends, tiré à 4 épingles à ce point. Ah bah la tenue, elle est importante, hein. Parce que c'est ce qui fait l'homme, comme il le dit. Cravate, épingle. Ouais, mais c'est ce qu'il dit, en tout cas dans ces sociétés, il y a le côté, comme dit mon personnage, que c'est un homme de tenue. Ouais. Donc à un moment donné, il faut être à la hauteur de tout ça. Donc effectivement, ça pose. Et puis moi, ça m'a aidé aussi en termes de personnage d'avoir cette espèce
candeur, quoi. Quand il arrive, il se passe quelque chose, quoi. C'est pas un mec en t-shirt ou avec une veste en cuir. Enfin, là-bas, ou en Marcel, je reviens. Ou en Marcel, on y revient encore. Voilà. Parmi les thèmes qui traversent le film, il y a la famille, évidemment, la communication, la transmission et d'une certaine manière, le patriarcat. Est-ce qu'on peut voir aussi le film comme une sorte d'étude sur la masculinité ou sur certaines formes de masculinité? Ça l'est au final, même si au départ, moi, je suis pas du tout dans cette démarche-là. Mais ça l'est au final, et je trouve ça que je trouve bien, en fait, d'avoir fait un film qui résonne avec notre époque, parce qu'au final, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, comme je dis, ma mère, elle est féministe depuis je suis petit, je ne m'en rendais pas compte, mais à travers tout un tas d'actes qu'elle faisait pour nous, pour les enfants, pour son foyer, pour son mari, pour elle-même, elle militait sans pour autant lever le poing en l'air. Et justement, nous, enfants, alors notre vie ne résume pas qu'à ça. Et on a beaucoup de chance de tout ce que nos parents nous ont apporté. Mais c'est vrai que la figure, le côté patriarcat, il a pesé lourd dans notre éducation, dans nos vies, et dans ce qu'on est encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me débat encore contre certains principes que j'ai, en fait, moi-même. Donc, je fais partie du problème aussi. Mais je ne m'exclus pas. Mais j'arrive à... déjà, ne pas t'en exclure et plutôt être un bon allié, je trouve, si je peux me permettre. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis surtout, j'arrive à identifier les choses. Donc, c'est déjà pas mal. Dans le film, l'humour surgit très souvent sans qu'il ne soit provoqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche de gag. Et à certains endroits, le film est très drôle. Tu l'avais conçu comme ça ou c'est... disons que la société là-bas, et j'ai presque envie de dire aussi ici, mais voilà, en tout cas là-bas, il y a quelque chose de naturellement drôle par moment. Il y a un petit décalage. Alors l'important pour moi, c'était juste de ne pas être en hauteur. J'ai fait un film... qui regarde en face. Voilà, qui regarde pas dans... Exactement. Il y a un film camerounais, un film africain. Je me suis immergé dans le truc, donc je ne voulais pas être ce Thomas français qui regarde le truc avec une certaine hauteur et donc qui limite se fout d'eux. Donc là, ce n'était pas du tout le cas. J'étais dedans et effectivement... eux-mêmes dans ces sociétés, en tout cas dans cette société, ont de l'humour et ont du recul pour rire eux-mêmes de certaines situations. Donc tout va bien. On poursuit la conversation dans un instant. Nouvelle pause musicale. On écoute 113 avec les Princes de la Ville. 113 sur Nova, les Princes de la Ville. C'est le contrat confiance de l'émission. Je suis obligée de soumettre le titre à mon invité, en l'occurrence Thomas Gijol. 113. 113, c'est des amis. C'est un groupe qui a encore une fois bercé mon enfance. C'est un peu la bande-son de mon adolescence, et un groupe qui m'a et qui nous a rendu très fiers. On parle d'Indomptable aujourd'hui, qui sera dans les salles mercredi prochain. C'est ton 4e film après Casse Départ, Fast Life, Black Snake. Est-ce que tu vois une ligne directrice ou en tout cas un fil conducteur entre les 4 ? C'est la première fois qu'on me pose cette question. Non. Ah oui. Et parce qu'en fait, j'aime pas me retourner. C'est à vous peut-être de me le dire, mais moi, je fais, après, j'abandonne. J'abandonne. Dans le bon pas sens. Un projet global avec, avec un arc. Voilà, il n'y a pas d'arc. C'est que, en fait, j'aime pas faire toujours la même chose. Sûrement pour ça que j'ai fait Indomptable aussi. Donc, je suis assez content, justement, d'avoir fait ce film. Et je me dis que, voilà, parce que pour moi, le plus important, c'est d'évoluer en tant qu'homme, pas en tant qu'artiste. L'artiste, c'est un pendant de moi. Mais si l'homme, il n'est pas construit, l'artiste, il fera rien d'intéressant. Donc... moi, au moment où j'étais de ma vie, j'avais besoin de faire ce film, donc je ne sais pas où j'en serai dans quelques années, dans quelques temps, à l'aube d'un potentiel prochain film, mais j'aime bien ma filiation, je l'assume et j'aime bien. Réaliser, c'est un engagement différent et un mot à double sens. Alors du coup, ce sera mon analyse à moi, est-ce que les films que tu imagines sont aussi des endroits où tu peux glisser des idées ? C'est-à-dire que la comédie est jamais gratuite chez toi. Ah bah oui, non, mais là par contre... Je ne peux pas parler de films politiques, mais en tout cas, on sent qu'il y a de l'engagement dans chacun d'entre eux. En tout cas, il y a du sens. Quelle qu'en soit la tonalité. Voilà, j'essaie toujours de mettre du sens dans les choses. Oui, parce que sinon, c'est trop vite, c'est trop plat, il ne se passe rien. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a une part de moi quand même qui est un peu indomptable, qui a un petit feu en lui, quoi. Il y a quand même un côté où cette société ne me convient pas sur tous ces aspects, donc j'ai besoin d'exprimer des choses à travers mon métier, que ce soit sur scène, au cinéma, en tant que comédien ou réalisateur, mais j'ai besoin d'exprimer des choses, donc oui, il faut mettre du sens. Enfin, j'essaye de mettre du sens à mon boulot. Ton envie de cinéma, elle est née quand et comment ?
Un souvenir particulier, il y a eu un déclic ou un... Bah, écoutez, maintenant, je m'en rends vraiment compte avec le temps. Je pense qu'elle est venue avec un de mes voisins, en fait. J'ai déjà cité, mais dans mon immeuble où j'ai grandi, il y avait un acteur qui était connu en France sous le nom de Jean-Roger Milot, qui nous a quittés aujourd'hui, qui a joué dans L627 et qui a joué dans Germinal, entre autres, pour les films les plus connus. Sûr. Mais il a joué dans plein d'autres films. Et en fait, c'était vraiment mon voisin. Et c'est vrai que le voir, alors moi j'étais tout petit, hein, vraiment, et puis c'était un caïd, c'était un loupard, comme on disait à l'époque. C'était vraiment un voyou de l'ancienne école. Mais de voir ce mec-là à la télé déjà, et je l'ai découvert au cinéma dans Germinal. Moi. Et c'est mon grand frère qui m'a dit, mais c'est Saoud, parce qu'il ne s'appelait pas Jean-Roger Milot, il s'appelait Saoud, il était algérien. Et du coup, ça m'a quand même, waouh, le champ des possibles. Je sais que ça a semé une graine en moi, en fait, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un monsieur à qui j'avais écrit quand j'ai réussi à faire mon métier. Ouais. Mais il vivait très en marge, en fait, et j'ai malheureusement jamais eu l'occasion de le rencontrer. Et voilà, souvent, je pense à lui et justement à l'inspiration qu'il m'a donnée. Ouais. Il y a un truc qui s'est accentué dans ton jeu, je trouve, c'est le flegme. Ah. Ouais. D'accord. Ce qui est super bien. Hein, oui. Je trouve ça tellement compliqué à jouer. Tu vois, je trouve que plus ça va, plus il y a une forme. Alors, je ne sais pas si flegme est le mot exact, mais une espèce de sérénité. Ah. Tu vois, c'est ça qui transparaît, un truc très. Disons, je vais essayer de le traduire à ma façon. Je dirais plus que c'est d'assumer ce qu'on est, en tant qu'homme, en fait. Moi, j'ai du plaisir aujourd'hui à avoir fait, en tout cas, ce film, dans le sens où il montre plein de choses. Alors, évidemment, les gens ne me connaissent pas forcément sur tous ces aspects, mais en fait, c'est moi, en fait. Et j'aime assumer totalement ce que je suis. C'est pour ça que je vous dis que l'homme, il doit être avant tout aligné et l'artiste, il va suivre. Parce qu'en fait, aller à contresens, ça ne marche pas. Ça marche pas si j'essaye d'être drôle et qu'on voit au fond on se dit un truc qui passe pas, et bah ça sera peut-être lié à ça. Donc moi j'aime être sombre, parce que des fois je suis sombre, parce que je suis un monsieur de 46 ans, parce que je suis plus le jeune homme qu'on a connu il y a X temps. Donc c'est important d'être pour moi aligné, et je sais que si je suis aligné, je peux en tout cas essayer de donner le meilleur de moi-même. On parlait de ton envie de ciné, je voudrais maintenant savoir celle qui a motivé ton envie de monter sur scène. C'est l'envie de m'exprimer. Je pense que la scène, elle a beaucoup été faite pour me soigner au final, en fait. Hein. Ça a été une sorte d'exutoire où je me soigne, où je vis plein de choses. Mais je pense qu'il y a une envie de lâcher. C'est vivant, la scène. Ouais. C'est vivant. Et plus ça avance, et plus je me dis, putain, c'est mon terrain de jeu, mais c'est une sorte de psy pour moi-même, ou limite le public le sait même pas, mais je me débarrasse de plein de trucs, et eux ils sont là à rigoler, je dis merci pour la séance, en plus c'est vous qui payez, donc voilà. Mais non, ça, je dis pas que ça m'a sauvé, mais je pense que ça m'a beaucoup aidé, parce qu'au final j'étais quand même un garçon très introverti quand j'étais petit, hein. J'oublie pas le petit garçon que j'étais pas du tout un bout en train ou quoi que ce soit. J'étais introverti, et le temps a fait que je m'exprimais avec mes amis, mais je pense que la scène, je libère quelque chose. Est-il exact que Richard Pryor a été une sorte d'épiphanie quand tu l'as découvert ? Oui, je pense, oui. Bah, oui, effectivement, pour faire justement référence à ce que je vous disais avant, là, c'est le niveau ultime de la sincérité, quoi. Le type, il arrive vraiment à parler de ses pires démons sur scène et de faire rire, alors que c'était vraiment un mec à la vie torturée, quoi. Donc, effectivement, quand on voit ça, on se dit qu'on a du chemin, quoi. Enfin, oui. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Ouais. Une transition absolument malhabile, je le dis. C'est pour éviter la question Ciao Pantin, qui est vraiment un truc que tu as dû entendre 25 fois. Là, je me suis en revanche demandé est-ce qu'il y a eu une angoisse à un moment que ton extrême drôlerie étouffe le comédien ? Oui, peut-être. Ouais. Alors, angoisse, non, mais disons que dans la vie, moi, à partir du moment où je montais sur scène, j'ai fait de la comédie, dans la vie, je suis redescendu, quoi. Je dis pas que dans la vie, j'étais un clown, mais j'ai pas du tout ce besoin d'être dans la surenchère, de je sais pas quoi. Moi, justement, quand il y a des réunions de comiques, je me casse.
Je suis pas, ah ouais, moi, ça m'angoisse. Voilà, lui, il fait une vanne, l'autre, il angoisse parce qu'il n'a pas fait une vanne depuis 30 secondes. Moi, je rentre chez moi, j'ai des enfants, j'ai des chiens, tout va bien, en fait. Donc, non, j'avoue que l'autre penchant, l'autre côté de ma personnalité, je me disais, j'avais envie, entre guillemets, de l'exprimer, en tout cas de le lâcher un petit peu. Donc, pas étouffé, mais je me disais, il faut que je trouve la bonne plateforme. Et là, ça l'est. Alors, il n'y a pas que le Festival de Cannes dans la vie de Thomas N'Gijol, il y a Série Mania aussi, puisque tu joues dans une série qui s'appelle Empathie, qui a été prix du public 2025 au festival, une fiction québécoise de Florence Lompré, qu'incarne Suzanne, une ancienne criminologue désormais psychiatre. Et toi, tu es Mortimer. Ouais. Qui est-il ? C'est celui qui la surveille, la Suzanne, là, quand elle rentre dans le cabinet, dans le centre, pardon, et qui pour le coup, va commencer à entretenir une sorte de relation avec elle un peu maladroite, quoi, parce qu'ils sont tous les deux un peu abîmés, donc ils s'apportent réciproquement. La connexion s'est faite comment ? Avec Florence Lompré, Ils m'ont appelé, ils cherchaient quelqu'un. Moi, j'étais justement sur mon film en train de préparer. Je finissais ma dernière tournée. Ils m'ont appelé, j'ai rencontré Florence et le réalisateur Guillaume Lonergan. Et puis, j'aimais leur travail. Ils m'ont montré leur série précédente, Audrey est revenue. Et je sais pas, tout était aligné, en fait. From Yaoundé to Québec. Exactement. J'ai fini Yaoundé, je suis parti là-bas 3 mois. Alors, c'était long et tout, mais... Non, c'était super. Et puis, c'est vrai que je suis allé parce que je me suis dit, ça va me faire du bien après mon tournage et tout. Et au-delà de ça, évidemment, tout ce que je disais était super. Et je ne savais pas que la série allait être autant un phénomène que ça, dans le sens, en France, effectivement, déjà, quand on gagne le prix du public dans la série Mania et qu'on voit la standing ovation, je me dis, bon, peut-être qu'il se passe quelque chose là. Et c'est vrai que là-bas, c'est un phénomène de société. Elle est déjà sortie et c'est un carnage. Et je crois qu'elle arrive en France à la rentrée. Mais je ne pourrais pas vous dire sur sur quelle plateforme encore. Sur quelle plateforme Suspense. ou quelle chaîne, mais je crois qu'ils ont l'embarras du choix, donc ça va arriver. On tiendra tout le monde informé. Tu es un homme très demandé, et je le comprends tout à fait. Je suis donc tenue de te libérer. Merci mille fois. Mais est-ce qu'on s'est tout dit ? Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Je sais pas, peut-être qu'il faudra faire un deuxième épisode. C'est vrai ? Ouais, moi je veux bien. Si t'es partant. On prend rendez-vous et puis on fera un deuxième épisode. C'est parfait. Tu vois, tu as commencé à teaser Empathie. Ouais, Empathie. Dès qu'on sait quand ça sort, c'est un deal. On vient à la rentrée faire un petit 45 minutes. Super, c'est vendu. Merci mille fois d'être passé Merci par à ce vous, studio, merci Thomas. à vous pour l'accueil. Et je rappelle qu'Indomptable, c'est dans les salles mercredi prochain. Le score avec Charline Roux sur Radio Nova.